Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un épisode thématique. C'est un petit peu une nouveauté et j'ai eu envie de faire un épisode qui sera assez court. Cette fois-ci, on part pas sur un format aussi long que le précédent de plus d'une heure. Un format assez court qui va résumer un certain nombre d'idées reçues que j'ai entendues à propos de la teinture végétale. Donc l'idée, le projet, c'était un peu de faire un épisode pour comme dégommer les idées reçues. On va les dégommer gentiment et on va surtout les expliquer celles qui ont un fond de vrai, enfin sur quoi certaines peuvent s'appuyer et avoir quand même un fond de réalisme, de côté véridique, et puis d'autres au contraire qui sont un peu à côté de la plaque et qu'on peut complètement écarter et qui ne sont pas justifiées. Donc je vous propose, on va essayer de faire le tour de 5-6 idées reçues. C'est des choses qui sont à la fois des choses que j'ai pu lire dans des livres sur la teinture ou sur d'autres sujets autour de la botanique ou de la teinture végétale. C'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup des choses que j'ai entendues au cours des années de salon que je fais depuis que j'ai créé Maison Septembre. Donc ça fait quand même maintenant 7-8 ans que je fais des événements ou que j'anime des stages, des formations, que j'ai écrit des bouquins. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui me sont revenues. Et c'est marrant parce qu'au moment des dédicaces pour les livres que j'ai écrits, c'est vraiment des moments où parfois on peut prendre le temps d'échanger avec les personnes et que c'est là qu'on a des questions parfois et que les idées reçues ressortent un peu et qu'il y avait des retours. Ah, mais je pensais ça, mais en lisant votre bouquin ou celui de quelqu'un d'autre, mais en approfondissant le sujet, je me suis rendu compte que c'était pas forcément justifié, que ça n'avait pas de fondement et j'ai trouvé ça intéressant, ce format livre qui est un peu plus long, qui permet d'expliquer dans la longueur et voilà. Donc avec cette vidéo, l'idée c'était de faire un peu la même chose, tout en restant assez concise. L'idée c'est pas d'en faire une vidéo qui soit laborieuse, longue. Non, non, c'est de rester quand même assez rapide dans le propos. Donc moi, je vous dis aussi d'où je parle. Je suis teinturière végétale depuis une petite dizaine d'années. Je me suis formée auprès d'autres teinturiers, j'ai fait des stages, des formations et puis c'est aussi beaucoup la pratique pendant 10 ans, de trucs qui se passent très bien, qui réussissent, d'autres qui fonctionnent pas. J'ai toujours beaucoup lu, des traités anciens ou plus récents sur la teinture végétale, en français et en anglais. Voilà, donc mon expérience, elle vient de là et je parle de là. Et c'est important de le situer parce que c'est mon espace d'où je parle et c'est toujours très relatif et il y a toujours plein d'autres approches possibles. Et ce que je dis, ça n'a jamais valeur de vérité absolue. C'est le fruit de mon expérience à moi, dans ma manière de faire de la teinture, très inspirée de la nature, avec beaucoup de cueillettes, de récoltes, etc. Mais il y a plein d'autres manières de faire de la teinture naturelle. Il y a plein d'autres manières de faire de la teinture en général et voilà, c'est vraiment ma place à moi d'où je vais parler aujourd'hui. La première idée reçue dont je voulais parler, c'est celle que j'entends le plus souvent et que parfois les gens osent pas trop venir me demander, mais je la formule, c'est: est-ce que c'est vrai que la teinture végétale, ça ne tient pas au lavage, ça dégorge et ça résiste pas dans le temps? Idée reçue numéro 1. Alors on va voir en quoi c'est vrai, en quoi c'est pas vrai. J'ai toujours tendance pour répondre à cette question de dire, essayez de vous souvenir les dernières fois que vous êtes allé dans des musées. Est-ce que les textiles anciens étaient délavés, étaient blancs, étaient incolores? Non, ils étaient colorés. On peut penser aux tapisseries, enfin aux broderies de Bayeux, à la tapisserie de l'Apocalypse, qui est d'ailleurs à Angers, pas loin. Tous les textiles anciens nous arrivent aujourd'hui colorés, alors qu'ils ont certains plusieurs centaines d'années. Et que pour la plupart, ils n'ont pas été rangés dans un placard à l'abri de la lumière toute leur vie. Au contraire, les tapisseries, c'était vraiment des pièces qui étaient exposées sur les murs dans les châteaux. C'était des pièces qui étaient vraiment ornementales. Elles étaient exposées la plupart du temps. Exposées à la lumière, à la poussière, à l'air, etc. Donc vraiment en conditions de vie réelles. Et ces couleurs, pourtant, nous arrivent encore aujourd'hui. Donc ça veut bien dire, et donc oui, non, ce qui est très important, c'est que les couleurs végétales étaient les seules qu'on réalisait jusqu'en 1850, 60. Donc finalement, ces couleurs n'étaient que végétales. Et elles sont arrivées jusqu'à nous. Donc ça, je dirais que c'est un peu l'argument d'autorité qui dit, non, a priori, ça doit quand même tenir parce que ça peut traverser les siècles. Ça, c'est la première chose qui est importante à souligner par rapport à la couleur végétale. La deuxième chose, c'est que la tenue de la couleur végétale, elle va tenir à quelque chose de très important, qui est un mot qu'on ne connaît pas toujours bien, c'est le mordançage. Et le mordançage, donc ça vient du latin, du verbe mordre, qui signifie créer une accroche en fait entre une fibre et une couleur. Créer une accroche grâce à un produit qui peut être minéral comme la lin de potassium ou au contraire végétal comme la noix de Galles, les feuilles de chêne,
le fameux Simplocos ou des plantes comme ça. Donc on va créer une affinité entre la fibre et la couleur, de cette manière-là. Et quand cette étape-là, le mordançage est correctement réalisé, alors les couleurs sont fiables. Si on associe la bonne fibre à teindre, donc une fibre naturelle, la bonne méthode avec un mordançage avant la teinture et la bonne plante tinctoriale, alors là, on a un combo gagnant et la couleur qu'on crée, elle est éclatante, elle est solide, elle est fiable et elle peut durer des siècles et des siècles, si on en prend soin. Ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête et ça parle aussi du fait que la teinture végétale, c'est une teinture, enfin le métier de teinturier, c'est un métier artisanal. Dans les apprentissages, c'était un apprentissage long, la teinture végétale. Parce qu'il y a un peu de chimie, un peu de botanique, un peu de connaissance de la fibre, etc. C'est vraiment multidisciplinaire. Ce qui fait que c'était un apprentissage long et c'est pas pour rien. C'est que avant de maîtriser complètement la teinture végétale et de faire des couleurs qui sont intenses, qui sont résistantes dans le temps, il faut se donner du temps. Il faut s'accorder le fait que apprendre un savoir-faire, apprendre le travail de la main, c'est parfois long. Et que oui, au début, on ne fait pas les couleurs qu'on fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après la pratique de la teinture végétale. Et c'est OK, ça veut dire que la marge de progression, elle est immense quand on commence. On est parfois frustré de ne pas réussir à avoir les couleurs, on a des mauvaises surprises sur certains coloris qui ne tiennent pas. C'est pas grave, la prochaine fois, ça tiendra mieux et ça durera plus longtemps dans le temps. Ça, c'est important de le dire, cette ténacité et ce côté temps long. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher avec la teinture, avec cet artisanat, parce que la main, il faut qu'elle apprenne le geste, il faut qu'elle se façonne. Moi, mes mains, c'est plus du tout les mains que j'avais il y a 15 ans. Et je le regrette parfois parce que mes doigts se sont musclés. Enfin, la morphologie de la main change aussi, et parce qu'on acquiert le geste, on acquiert des gestes, des automatismes dans la pratique. Et c'est ces choses-là aussi qui finalement garantissent une couleur qui est fiable, de qualité. Parce qu'on comprend mieux ce qu'on fait aussi, parce qu'on se plante, on fait des grosses erreurs, des trucs qui ne marchent pas, et ça dure longtemps. Moi, là, j'ai encore eu sur une couleur un souci de couleur qui est trop sensible au pH, qui évolue. Ok, ben ça, c'est une couleur que je vais reprendre, je vais vraiment refaire la formulation. On apprend un peu tout au long de sa vie. Mais voilà, c'est important d'avoir ça en tête que, donc à la fois la méthodologie de teinture, en fait, tout simplement la recette, le comment on fait, va énormément jouer sur la solidité de la teinture, et que ça, c'est un truc qui est vachement important. Et que même en tant que teinturier, et moi je me le répète souvent, et c'est pour ça que chaque année je fais des formations pour gagner en compétences, il faut être humble et en fait se dire que c'est long de bien maîtriser tout ça. On me demande souvent est-ce qu'on peut teindre avec tout. Dans l'absolu, oui, on peut prendre toutes les matières végétales ou même minérales, toutes les terres, les roches, tout ce qu'on trouve, et faire de la couleur avec. Après, faire de la couleur avec une plante, ça ne veut pas dire créer une couleur solide qui tiendra 3 ou 4 siècles. Non, il y a vraiment des plantes tinctoriales qui sont repérées, répertoriées, documentées depuis des siècles et qui sont très, très, très solides et très fiables. Il y en a plein, je ne vais pas toutes vous les citer, mais parmi les plus emblématiques qui sont chouettes à connaître, il y a la garance des teinturiers. La garance des teinturiers, on utilise la racine. C'est une plante qui ressemble à pas forcément grand-chose quand on la voit comme ça dans la nature, mais qui donne des rouges, ça donne ces gammes de couleurs, si vous voulez avoir une idée. Hop, voilà, ça donne ces rouges-là. Et donc ça, la garance, on est vraiment sur la plante qui permet de faire le rouge emblématique en teinture végétale. C'est vraiment ce rouge-là, le rouge garance. Et surtout, c'est une plante, je crois que c'est une des plantes qui a la résistance à la lumière la plus élevée. Elle est assez fascinante. Moi, je m'en étais servie pour faire enfin, des rideaux. Et en effet, la couleur avait tenu vraiment très très franchement et très très longtemps. Et elle tient encore. Donc voilà, le rouge de la Garance, il est très typique. Ça, c'est une très très grande solidité. Je peux vous montrer aussi une autre couleur très emblématique. C'est pas un rouge, enfin on est sur un rouge mais plutôt froid cette fois-ci. Ça, c'est les couleurs qu'on fait avec la cochenille, qui est un petit insecte. Donc là, on n'est plus dans le végétal, on est dans le naturel mais plus dans le végétal. Et qui crée ces rouges-là. Moi, c'est le coloris que j'appelle cerise, et qui est pareil, qui est extrêmement fiable. C'est une couleur qui est assez incroyable et qu'on peut décliner sur pas mal de... Vous voyez, on peut aller vers du moins foncé et donc là, ça fait des teintes beaucoup plus claires. Voilà, on peut vraiment décliner cette couleur de plein de manières différentes. C'est très intéressant aussi en teinture végétale, ça, ce côté, on peut décliner
et c'est très, très chouette. Donc voilà, choisir aussi la bonne plante ou la bonne matière tinctoriale, c'est essentiel parce que, si on part sur une matière soit de mauvaise qualité, soit qui a des colorants qui sont pas fiables ou qui vont pas tenir longtemps, clairement, on va pas faire une couleur solide. Donc ça, c'est pareil. Là, pour le coup, on est du côté peut-être un peu plus de la botanique, de réussir à identifier dans les plantes, celles qui ont des colorants qui sont on va appeler permettre de créer des couleurs solides, résistantes. Ça, c'est important et puis après, on n'invente pas l'eau chaude, hein. C'est-à-dire qu'il y a des teinturiers depuis des siècles qui ont écrit des traités de teinture, c'est bien documenté et ça, grâce au site de la BNF notamment. On peut accéder en ligne à plein de traités anciens qui répertorient en fait les plantes utilisées au Moyen Âge. Alors sachant qu'aujourd'hui, on pratique plus la teinture de la même manière. Il y a des sels métalliques, chrome et tin qui étaient utilisés pour fixer les couleurs, qui sont particulièrement nocifs. Même le cuivre, moi je l'utilise pas. Nocifs pour l'humain, pour la planète. Et donc ça, on les a un peu enlevés et on a réadapté les teintures avec ces plantes, mais avec d'autres recettes, avec donc de la lin de potassium, de la noix de Galles, des matières minérales ou végétales qui sont beaucoup moins toxiques, qui sont pas toxiques pour nous, etc. Donc ça, c'est un point qui est important de réadapter ces recettes. Mais en tout cas, de partir de ces plantes qui étaient identifiées comme résistantes et solides, c'est une très bonne base de départ. Se dire si ça fait des siècles que les teinturiers travaillent avec cette plante précise, c'est qu'a priori, c'est pas pour rien. Et qu'ils ont pu tester et voir qu'il y avait matière à l'utiliser et surtout qu'on pouvait lui faire confiance et que c'était a priori une plante qu'on se transmettait de génération en génération de teinturiers pour faire de la teinture. Donc voilà, on a dit ce qui est important, c'est une bonne maîtrise des gestes, un bon mordançage de la fibre, et puis les bonnes plantes tinctoriales. Et si on additionne tout ça, globalement, si on prend le temps de faire les choses et qu'on travaille avec des choses de bonne qualité, la couleur qu'on va créer en teinture végétale, elle est solide, elle est résistante et elle peut traverser les siècles, comme le montrent tous les textiles qui sont arrivés jusqu'à nous et qui sont pour certains vraiment anciens. On passe à l'idée reçue numéro 2 sur la teinture végétale. La teinture végétale permet d'obtenir des couleurs pastel, pâles, beige, rosé. On est sur des teintes très douces, un peu surannées, un peu pastel. Et uniquement ça. On est sur des teintes. Je vous ai sorti quelques écheveaux de ces coloris que je fais aussi parce que je les adore. La teinture végétale, c'est ces couleurs-là. Oui, c'est vrai. La teinture végétale, c'est ces couleurs-là. Moi, je les aime. Elles sont douces, elles sont hyper harmonieuses et ça crée une jolie palette de coloris. Par contre, on ne peut pas dire que ça ne fait que ça. Et je vous en ai montré tout à l'heure quelques-unes, mais je vais vous les remontrer pour que on les ait bien en tête. On ait bien en tête tout le panel de couleurs qu'on peut faire en teinture végétale. La teinture végétale, ça permet aussi d'obtenir ça. Tadam. Et ça, c'est des couleurs qui sont toutes emblématiques de la teinture végétale. Là, c'est avec de la cochenille, c'est mon coloris cerise. Là, c'est le coloris miel avec de l'écorce de bourdaine, qui est un petit arbuste. Là, c'est le violet avec le bois de campèche. Et donc là, c'est le fameux rouge garance, qui est intense, c'est un rouge orangé, c'est un rouge chaud qui est tout nuancé, tout doré. Et c'est le coloris Avignon. Voilà, donc la teinture végétale permet aussi d'obtenir ces couleurs. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'on peut à la fois avoir des couleurs pastel, des teintes très douces, des univers vraiment poétiques, et en même temps, on peut aussi avoir des couleurs très franches. Et parfois, on se représente souvent le Moyen Âge, que ce soit le haut ou le bas Moyen Âge, comme des périodes extrêmement terreuse, parce qu'on associe ça souvent aussi aux grandes épidémies, à vraiment des périodes un peu obscures. Mais le Moyen-Âge, c'était une époque, tout comme la Renaissance, qui était des époques extrêmement colorées. Les couleurs étaient chatoyantes sur les vêtements, il y avait vraiment une explosion de couleurs partout. Et si on remonte même encore plus loin à l'Antiquité, tout ce qui va être statuaire, enfin toutes les statues dans les temples, on les voit aujourd'hui blanches, parce que c'est un peu c'est un peu une image esthétique et romantique qui a été inscrite dans les esprits, mais en réalité, les peintures étaient peintes, elles étaient toutes très colorées avec une très grande présence du rouge, qui est restée la couleur préférée pendant très longtemps dans la civilisation européenne. Et voilà, et donc c'était vraiment, le monde était coloré et ces couleurs venaient des plantes. Et donc, pour avoir des couleurs vraiment intenses, c'est à nouveau la maîtrise des recettes, du savoir-faire, parce que c'est sûr que quand on débute, le rouge garance intense ou le cerise de la cochenille, on va avoir un peu de mal à y aller, on va avoir un peu de mal à les faire. Et c'est ok, en tant que teinturier, il faut se donner le temps d'essayer de trouver la bonne recette et d'ajuster. C'est tout à fait normal, il faut accepter ça. Mais en tout cas, on peut aller vers ces couleurs et ces intensités de teinte, et notamment le rouge garance.
Hem, les teinturiers historiquement, pour avoir le rouge le plus intense possible, ne faisaient pas qu'un seul bain, ils faisaient parfois 3 bains successifs. Vous voyez? Donc ils plongeaient 3 fois l'étoffe ou la laine dans des bains de teinture pour en fait renforcer l'intensité de la couleur. Donc on peut vraiment arriver à des couleurs, quasi, qui saturent la fibre, qui sont vraiment extrêmement intenses au niveau de l'intensité des couleurs. Donc ça, cette idée reçue, on peut la dégommer aussi carrément complètement. Aujourd'hui, on est vraiment dans une approche contemporaine de la teinture et sur Maison Septembre, j'adore aller chercher la couleur. J'adore montrer que la teinture végétale, elle est sortie un peu justement de ces teintes pastel, un peu passées, un peu peut-être un peu années 70 et qu'on peut vraiment aller vers des trucs, hyper intenses, hyper forts. Moi j'adore quand les gens ont du mal à me dire si les couleurs sont, naturelles ou pas. Par exemple avec cette couleur-là, les gens me croient pas, en fait, souvent me croient pas. Ils n'arrivent pas à croire que c'est de la couleur naturelle. Là, c'est de la cochenille, donc c'est pas végétal, c'est naturel puisque c'est fait avec un petit insecte. Mais voilà, et il y a vraiment des couleurs, on a vraiment du mal à conscientiser que ça, que ça vient de l'univers végétal uniquement. Donc c'est assez intéressant et surtout, donc gardons en tête que avec la multiplicité des plantes qui existent, on peut tout à fait faire des couleurs intenses. Il faut charger les bains de teinture, c'est-à-dire qu'il faut concentrer fort en matière tinctoriale et en concentrant plus le bon mordançage, la bonne fibre, une fois de plus, la rencontre de tout ça fait qu'on va avoir des couleurs qui sont intenses et ça permet de sortir un peu de cette appréhension qu'on a du ok, si je vais vers la couleur végétale, je vais avoir des teintes toutes claires, toutes palichonnes, toutes tristounes. Ah non, trop pas. Moi, dans les jacquards que vous faites, j'ai très souvent cette association-là, très souvent ça. Ça fonctionne super bien. Donc là, c'est l'écorce de bourdaine et le bois de campèche. Voilà, c'est des couleurs full naturelles. Là, c'est que de la plante. Elles sont hyper intenses, elles se marient bien et elles sont nuancées, elles sont jolies. Et là, ces derniers temps, et moi j'adore cette association-là, mais vous la faites beaucoup aussi, on a ces fameux 2 couleurs ensemble. Ça, c'est Mexique, le nom du coloris, et l'autre, c'est Avignon. Donc cochenille et garance, et ces deux-là, ensemble avec des rayures ou un jacquard, c'est trop trop beau. Voilà, donc on peut vraiment créer plein de choses, on peut s'amuser avec les couleurs, il y a des déclinaisons, surtout faut pas s'interdire de jouer avec ces couleurs, elles sont très nombreuses et en fait la palette de couleurs pour le coup est quasiment infinie. On peut la décliner en mettant un peu plus, un peu moins dans un bain, en jouant sur les concentrations. Vous voyez, on peut vraiment décliner des couleurs comme ça. Voilà, ça c'est la même, matière tinctoriale, mais elle va être déclinée, avec une intensité qui va être différente. Voilà pour cette idée reçue numéro 2. Est-ce que les couleurs végétales sont tout le temps fades, fades, fades? La réponse est non, pas tout le temps. On peut tout à fait faire le choix de les travailler en intensité. C'est parti pour l'idée reçue numéro 3 et ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup sur les salons et pendant mes stages de teinture. C'est que c'est très difficile. C'est que la teinture végétale, il faut avoir, consacré, 20 ans de sa vie, à avoir lu tous les bouquins et tout étudié pour, réussir, à la faire, à la pratiquer soi-même. Et là, vraiment et sans aucune hésitation, la réponse est non. Ça n'est pas difficile. La teinture végétale, ça n'a rien de difficile. La seule chose qu'il faut avoir en tête et qu'il faut être prêt à accepter pour se lancer et pour prendre plaisir en fait à faire de la teinture, c'est que ça peut être long. Hein. On a beaucoup d'étapes. On mouille la fibre, on la mordance, on fait la décoction de plantes. Donc ça, c'est une étape un peu comme faire une grosse tisane de plantes. Et ensuite, on met la fibre à teindre dans la décoction. Donc ça, en effet, les étapes sont nombreuses. On ne peut pas forcément les zapper parce que les zapper, on en a parlé un peu avant, ça peut venir fragiliser la résistance de la couleur. Donc il faut vraiment respecter ces étapes un peu dans cet ordre-là. Mais en tout cas, ça n'a rien de difficile. Aujourd'hui, il y a énormément d'ouvrages sur ce sujet-là. Depuis 5-6 ans, il y a eu une production littéraire énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de livres. On a parfois même du mal à s'y retrouver tellement il y a de livres, mais il y a largement les ressources accessibles. Voilà, donc en effet, il y a quelques éléments de botanique, quelques éléments de chimie, quelques éléments de connaissance des fibres pour faire de la teinture végétale, mais vraiment, il n'y a rien de difficile. Il ne faut pas s'interdire de se lancer, tout simplement. Même avant de faire un stage ou d'acheter un bouquin, vous pouvez trouver plein de tutos sur Internet. Vous pouvez tout à fait commencer avec des couleurs qui ne nécessitent pas de mordançage parce que certaines couleurs, c'est des colorants qu'on appelle substantifs qui sont vraiment cool, on les adore parce qu'ils n'ont pas besoin de mordançage. C'est-à-dire qu'ils vont naturellement s'accrocher très fort dans la fibre et on peut sauter cette étape-là et faire une couleur très solide malgré tout. Et ça peut être vraiment chouette pour vous lancer chez vous, dans votre cuisine, direct comme ça, sans rien de préalable. Vous avez une laine non teinte naturelle.
et vous pouvez teindre chez vous avec ça. Vous pouvez utiliser des pelures d'oignon, du thé, du marc de café, des noyaux et des peaux d'avocat, plein de choses comme ça qui permettent de faire ces teintures sans mordançage et qui sont vraiment intéressantes pour commencer. Donc n'hésitez pas parce que ça peut être une première expérience assez gratifiante, et vous rendre compte qu'en fait c'est accessible et qu'il y a pas de difficulté. Et l'autre argument, moi qui m'a toujours impressionnée, c'est que finalement la teinture végétale, on en trouve des traces très, 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 très anciennes. En tout cas attestées, documentées, sûres, ça remonte à au moins 6000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est très ancien. Et au-delà de ça, même si on remonte à tout ce qui est peinture sur les pariétales sur les grottes, là on remonte encore beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Et c'est fascinant, ça veut dire que l'homme a trouvé la manière de créer des couleurs sur les fibres depuis bien longtemps, avant même qu'on comprenne les éléments chimiques qui permettaient cette magie colorée. Donc ça veut bien dire que c'est vraiment possible, accessible et que la seule condition, c'est d'oser se planter. Surtout, on fait baisser la pression. La teinture végétale, on peut rarement faire de grosses erreurs. La chose la plus dangereuse et la plus risquée et dont il faut toujours se méfier, c'est les brûlures. Parce qu'on manipule des cuves ou chez vous des casseroles a priori grosses qui contiennent beaucoup d'eau chaude, l'eau vraiment chaude, puisque pour teindre, pour que la couleur aille dans la fibre, il faut quand même faire chauffer à minima à 80-90 degrés. Donc le risque majeur, c'est de se le renverser sur soi. Donc ça, être toujours, toujours très attentif à ça. Mais hormis ce risque-là, on n'utilise aucun produit toxique. On fait pas la couleur qu'on veut, c'est pas un problème en fait. Si c'est pas une couleur trop foncée, rien n'empêche de reteindre. Vous voyez, par exemple, si je fais une couleur comme celle-là, je me dis: «Ah ouais, non, vraiment, c'est pas du tout la couleur que je veux faire, c'est trop clair, ça va pas». Pas de problème, on remet des plantes dans la gamelle, on refait une décoction, on recharge et on remet la laine et on reteint. En fait, la teinture, elle est possible à l'infini. Et d'ailleurs, avant, on entretenait les textiles comme ça. On utilisait vraiment des fibres de très bonne qualité pour faire les vêtements. On les teignait et puis quand le vêtement se délavait, bah, au lieu de le jeter et d'en racheter un, comme le tissu était encore de très bonne facture et en très bon état, on refaisait la couleur, on reteignait tout simplement. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on a complètement perdues, mais qui sont tout à fait possibles et ça montre que la couleur, elle s'entretenait. Hein, avant, c'était quelque chose qu'on ravivait. Raviver, oui, ce mot raviver, en lui-même, il veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on va venir redonner un petit souffle à une couleur existante. La teinture, c'est une chimie qui est accessible, qui est facile, qui est simple. Alors oui, si vous voulez faire des couleurs composées, si vous voulez faire la couleur la plus intense possible, si vous voulez travailler uniquement cette plante et cette couleur et voilà, là oui, on peut rentrer dans un niveau de complexité plus élevé, mais c'est un petit peu comme soit en cuisine ou même en dessin, on va pas direct aller s'occuper de la technique la plus difficile. On va commencer par un truc un peu plus basique et puis peu à peu, on va augmenter en difficulté, en comprenant de mieux en mieux ce qu'on fait, etc. Et puis au bout d'un moment, on arrivera à maîtriser toutes les techniques, toutes les recettes et voilà. Teinture végétale, c'est la même chose. Et en tout cas, pour faire les couleurs classiques, pour commencer, on peut tout à fait se lancer facilement. Et puis après, pour gagner en complexité, on peut lire des livres, mettre en pratique, faire des tests, suivre des formations, il y en a plein en France. Moi, il y a tous les stages que je propose. Le secret, c'est la pratique, c'est l'exercice de la main. Et c'est vraiment ça qui va donner des, des pistes. Et puis, en fait, souvent en pratiquant, on a envie d'aller de plus en plus loin, de tester d'autres choses, voilà. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment évolutif et c'est vraiment dynamique et au long cours. Donc c'est accessible à tout le monde. Pour vous rassurer, moi, les conseils que je peux donner, c'est de trouver un bouquin, d'avoir un bouquin chez vous, soit que vous empruntez en médiathèque, soit que vous achetez d'occasion ou neuf. Il y a plein de livres. N'hésitez pas à essayer d'en consulter en ligne ou dans une bibliothèque pour choisir celui avec lequel vous allez être super à l'aise, qui va vous sembler facile à suivre et bien expliqué. Il y en a vraiment plein. Moi, je ne vais pas vous en recommander. Bah, moi, il y a ceux que j'ai écrits, c'est ma manière de fonctionner, donc je suis très à l'aise avec. Mais il y en a plein d'autres, des super chouettes. N'hésitez pas à aller en consulter. Il y en a des très, très, très chouettes maintenant. Donc peut-être avoir un bouquin pour vous rassurer et puis après vous lancer en vous disant je peux pas faire d'erreur. Il n'y a jamais de truc très grave hormis les brûlures et tout va bien se passer. Hein. Et puis vraiment oser se lancer, vous faites le truc, en fait ça fonctionne, c'est joli, c'est gratifiant, vous refaites, etc. Après moi je sais que pendant les stages vraiment liés à la teinture, je reçois énormément de personnes qui me disent j'ai lu plein de trucs, j'ai tout, j'ai tout le matos, mais en fait j'ai peur de me lancer toute seule, j'ai peur de faire une erreur, etc. Et je me rends compte que les stages servent pas mal à ça, en fait, à ce que les personnes
arrivent à se faire confiance, alors même qu'elles ont toutes les cartes en main et que bien souvent ce qu'elles font du premier coup c'est canon parce qu'elles ont tout bien, hem, mais voilà, réussir à accepter de se faire confiance, c'est peut-être ça le truc un peu plus long. Mais en tout cas, c'est tout à fait accessible et c'est pas d'une difficulté, folle. On va passer à l'idée reçue, numéro 4 que j'entends sans l'entendre vraiment, mais en tout cas, c'est quelque chose que je peux sentir, et parfois que je ressens un peu dans les retours ou dans les positionnements vis-à-vis des laines, à la fois des laines naturelles et teintures végétales. Parfois, sur les salons, je vois vraiment des personnes, des tricoteuses ou des tricoteurs qui passent et qui disent: «Ouais, mais c'est pas mon univers, c'est pas, soit c'est pas mes couleurs, soit c'est pas mon univers». Et au début, ça me blessait vachement. Je me disais: «Mais attends, pourquoi c'est pas ton univers? Mes couleurs, elles sont OK», enfin voilà. Et en fait, j'ai compris aussi que je pense qu'il y a encore une idée reçue ou toute une image véhiculée autour de la couleur végétale, comme si la couleur végétale, serait réservée à des écolos bobos, reclus dans leur campagne. Enfin, vraiment une image assez marquée vraiment, là-dessus, avec finalement des couleurs uniquement d'intention, porteuses de valeurs, de produits sains et cetera, et comme si du coup l'esthétique associée aux couleurs végétales était mise de côté. C'est-à-dire que finalement, les laines, les couleurs en elles-mêmes passaient un peu enfin, derrière des arguments de je fais ce choix qui sont bons pour la planète. C'est une réalité, mais pas seulement. Moi, je sais que je fais ces choix aussi parce que les couleurs que je crée me plaisent. Je les trouve belles, je les trouve vibrantes, je les trouve pleines de nuances. Voilà, donc en plus d'être saines et vertueuses pour la nature et pour l'homme qui les porte, parce que ça nous permet de ne pas porter de produits chimiques sur la peau, moi, je trouve que la gamme de couleurs est belle, harmonieuse et qu'on peut faire, une déclinaison hyper intéressante de plein de couleurs différentes. Donc c'est vraiment, quelque chose d'important. Et puis quand on remonte aux sources aussi un peu historiques, la couleur végétale, jusqu'en 1830-40, elle habillait tout le monde. C'était la seule source de couleur. Donc en fait, elle n'était pas réservée particulièrement à une classe ou à une autre, à certains types de personnes ou à d'autres. Elle habillait, du paysan jusqu'au roi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment, l'accès à la couleur ne se faisait que par la couleur végétale, la couleur naturelle. Donc ça, c'est un truc qui est important, le fait que ça finalement c'était représentatif de toute la société et c'était vraiment la source de couleur, globale, pour tout le monde. Et ce côté très marqué, très un peu stigmatisé, stigmatisant, moi je reviens un peu dessus parce que je trouve qu'on peut tout à fait, avoir le mode de vie qu'on veut et les valeurs qu'on veut et aimer les couleurs végétales ou être touché par cette gamme de couleurs. C'est pas du tout, ça s'oppose pas et c'est pas du tout, en affrontement l'un et l'autre. Et Maison Septembre, ça a été une création, d'entreprise, hyper réfléchie, tout un parcours de professionnalisation, voilà, c'était pas, je reviens, je retourne vivre à la campagne, dans la nature et je mets les mains dans la terre et c'est pas voilà. Et Maison Septembre, c'est aussi, l'illustration de ça, c'est-à-dire que, moi j'ai vécu en ville pendant 10 ans, j'ai vécu à Paris pendant 10 ans, j'ai adoré cette vie urbaine, et puis à un moment donné, j'en ai eu marre pour plein de raisons, parce que j'ai eu des enfants, parce que j'ai eu envie, en effet d'avoir une vie plus dans la nature, avec un rythme de vie différent, avec, voilà, un rapport à la consommation différent aussi. Mais, mais c'est voilà et parfois c'est vu un peu comme un retour à la nature. C'est pas ça en tant que tel, parce que moi j'ai grandi dans la campagne en fait. Mes grands-parents étaient paysans et j'ai grandi, dans la campagne. Tous les étés, j'allais, chez mes grands-parents enfin l'été, donc j'avais ce rapport à la terre là. Est-ce que c'est vraiment un retour à la nature, à la terre? Je sais pas. Mais en tout cas, moi quand je me suis intéressée à la teinture végétale, pardon, à l'origine, j'habitais à Paris. J'étais très urbaine, j'aimais cette vie urbaine et voilà. Mais ça m'empêchait pas d'avoir quand même envie d'explorer les couleurs végétales et surtout, surtout, au-delà d'explorer, d'aimer cette palette de couleurs. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose moi qui m'a attirée avant tout, c'est que j'ai bien aimé, la gamme de couleurs qu'on peut faire avec et c'était intéressant. Voilà. Et donc c'est sûr que le côté vertueux de la teinture végétale pour l'environnement, c'est quelque chose qui aujourd'hui prend de l'ampleur. Ça essaime, on voit, moi je suis de plus en plus sollicitée par des créateurs, parce que on voit qu'il y a un réel intérêt, pour la démarche, mais je dirais que depuis quelques années, pas que pour la démarche, pour les gammes de couleurs aussi qu'on crée. C'est vrai que la couleur végétale, on a la chance de créer une couleur qui est pas plate, c'est des couleurs qui sont très nuancées. Les couleurs chimiques, les poudres qu'on mélange dans l'eau, une molécule colorante, c'est un rayon renvoyé à l'œil. Donc une molécule, une couleur. On voit la couleur, on la nomme facilement, c'est du rouge, du vert, etc. En teinture végétale, c'est un peu différent. C'est-à-dire que comme les couleurs sont composées à chaque fois avec, admettons, même si on prend une couleur qu'on fait avec une seule plante, dans chaque plante, on a au moins, à minimum,
10 molécules colorantes dedans. Donc ça veut dire que les rayons renvoyés à l'œil sont multiples. Hein, c'est pas on voit une couleur, on la nomme. Par exemple, si je vous montre cette couleur-là, elle est assez représentative, enfin parmi plein d'autres. Si je vous montre cette couleur-là, on est bien en peine de lui attribuer un nom directement. Alors on va dire anis, on va dire, voilà, il y a plein de couleurs différentes dont on peut la nommer de plein de manières, mais en fait, elle est multiple cette couleur et c'est vraiment représentatif de la couleur végétale parce qu'elle renvoie à l'œil le spectre, un spectre hyper varié avec plein de molécules différentes. Et ces molécules colorantes expliquent que à l'œil, la couleur végétale est toujours un petit peu plus complexe à percevoir et qu'on ne peut pas forcément toujours lui donner un nom de couleur quand on la voit. Mais ça, c'est hyper visible, je trouve, dans l'intérêt du luxe depuis quelques années pour les couleurs végétales. Il y a vraiment il y a beaucoup de maisons, de grandes maisons de luxe qui ont fait des pièces de collection ou des tissus teints avec des plantes pour les collections. Et je pense que c'est le côté, là pour le coup, c'est l'approche vertueuse parce qu'ils peuvent faire un peu de greenwashing dessus, très bien. Mais je pense que c'est aussi le côté approche de la couleur, esthétique de la couleur qui est recherchée pour elle-même en tant que telle. Voilà, donc ça c'est assez intéressant, je trouve, comme diffusion, comme approche de la couleur végétale. L'argument le plus solide et puis finalement le plus parlant pour montrer que la teinture végétale, elle a vocation à se diffuser et en fait à toucher tout le monde, c'est que vraiment les personnes dans les tricoteuses et les tricoteurs qui sont mes clients et qui aiment bien les laines que je teins, j'ai vraiment il s'agit de tout le monde. Enfin, il y a des profils très variés, il y a des intérêts très variés, il y a des entrées des entrées de l'intérêt pour la teinture végétale qui sont très très différents. Les personnes ont des âges différents, ont des métiers différents, ont des lieux de vie différents. Et ça, je trouve que c'est beau parce que ça représente aussi le côté se laisser séduire par quelque chose au départ qu'on ne connaît pas forcément. Parce que les couleurs végétales, c'est pas les couleurs les plus répandues sur Terre et c'est pas celles qu'on voit le plus partout. Mais justement, je trouve ça beau de se laisser séduire et tenter par cette gamme de couleurs qui est un peu différente, un peu nouvelle. Et si on se dit qu'en plus elle est bonne pour la planète et pour les humains qui les portent et puis qui les fabriquent, c'est plutôt cool et c'est plutôt pas mal comme approche. Mais donc ça, voilà, ça essaime, ça se diffuse et c'est vraiment un joli mouvement qui se met en place. L'idée reçue numéro 5, et que j'entends beaucoup aussi, c'est pour faire de la teinture végétale, il faut vivre à la campagne, avoir un grand jardin, avoir quasiment un atelier dédié à ça. Alors non, là, elle est pas bonne cette idée reçue, une fois de plus, elle est pas justifiée. Hem, oui, si on veut créer sa marque de laine et faire, teindre plusieurs écheveaux chaque jour, oui, c'est mieux d'avoir un lieu dédié, un accès facile à un espace comme ça. Mais sinon, on peut tout à fait faire de la teinture dans sa cuisine. Moi, j'ai vraiment commencé comme ça, mes petites expérimentations au début, dans ma cuisine. Je teignais avec voilà, comme beaucoup ont commencé, pelure d'oignon, voilà, c'était vraiment, les seuls conseils que je peux vous donner si vous voulez faire ça, c'est vraiment d'avoir quand même un matériel dédié pour la teinture. C'est-à-dire que en gros, la casserole dans laquelle on teint, enfin les casseroles ou les marmites dans lesquelles on teint, les ustensiles dont on sert pour remuer, c'est vraiment bien qu'ils soient dédiés à la teinture végétale, notamment si on mordance avec de l'alun ou même certaines matières végétales. C'est vraiment bien de dédier le matériel pour la teinture et qui ne servent pas pour l'alimentaire. Après, dans une grande marmite, vous rangez la petite casserole, votre passoire, vos ustensiles pour remuer, et puis c'est stocké dans le bas d'un placard ou en haut d'un placard, et vous en servez que pour faire votre teinture. Donc ça, je dirais que c'est vraiment accessible. La teinture végétale ne requiert pas beaucoup d'équipement. Vraiment, s'il vous faut 2 casseroles, une marmite, 2 cuillères pour remuer. Moi, j'aime bien aussi que vous dédiez genre une éponge et un torchon que à ça. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Et alors, en plus, utiliser des choses de récup ou d'occasion, ce sera très bien. Voilà, donc c'est vraiment 3 fois rien. Et puis après, les matières tinctoriales en elles-mêmes, soit vous en achetez sur des sites spécialisés, soit vous pouvez récolter soit dans la nature à la campagne, soit en ville. En ville, il y a plein de matières tinctoriales aussi, hein. On peut tout à fait faire de la cueillette de plantes tinctoriales en ville. Il y a plein d'arbres urbains qui sont très chouettes pour la teinture, toutes les fleurs de sophora notamment. Moi, j'ai pas de sophora par exemple ici à la campagne. En ville, il y en a plein. Les feuilles de mûrier blanc. Là, je suis un peu de mémoire en impro, mais il y en a en tout cas énormément que vous pouvez trouver en ville. Et donc voilà, vous pouvez à la fois avoir votre matériel stocké chez vous, trouver un peu de la matière tinctoriale dans la nature en ville. Alors bien sûr, si vous cueillez, toujours faire attention, c'est dans un parc.
soit demander, soit venir au moment des tailles d'arbres, hein, et récolter un peu ce qui vient d'être taillé, voilà, mais toujours, demander si possible l'autorisation. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible, accessible et le matériel nécessaire, il est vraiment pas très important et vous pouvez tout à fait, commencer avec pas grand chose et justement ça c'est un obstacle en moins pour se lancer dans l'aventure de la teinture. Et l'idée reçue numéro 6, on va terminer avec celle-ci parce que je pense que j'ai j'ai déjà beaucoup parlé. L'idée reçue numéro 6, elle est relative au prix de la teinture végétale et plus spécifiquement des laines teintes avec des plantes. C'est vrai que la teinture végétale, on l'imagine souvent comme un travail un peu unique d'exception et qui donc serait beaucoup plus cher à acheter, à produire, etc. Alors là, cette idée reçue, pour le coup, on va pas totalement la dégommer parce que oui, la teinture végétale à réaliser, que ce soit sur une laine, sur un tissu, elle est plus coûteuse. Elle est plus coûteuse de plusieurs manières. Elle est plus coûteuse en temps parce que comme on est sur des process naturels, et ça c'est surtout vrai pour les laines, notamment quand on travaille sur des laines naturelles, les laines, on va les laisser, enfin on va les faire monter en température, mais surtout on va les laisser redescendre naturellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les sortir du bain de teinture et les faire sécher à l'extérieur pour que ça aille plus vite. Il faut vraiment les laisser refroidir dans leur cuve et ce refroidissement il dure souvent une nuit entière. Donc ça veut dire qu'à la fin du mordançage, par exemple, les laines, je les laisse refroidir la nuit entière dans la marmite. Je peux les récupérer le lendemain matin pour les teindre. Et une fois que je les ai teintes, je les laisse à nouveau refroidir. Je suis désolée, il y a un hélicoptère qui passe. Je ne sais pas si vous entendez. Euh, et une fois qu'elles sont teintes, que la couleur est faite, on laisse à nouveau refroidir une nuit dans la cuve de teinture. Donc ça fait 2 nuits de refroidissement, donc ça fait déjà 2 nuits où on est en train de créer la couleur. Voilà, donc ça, de ce point de vue-là, ce temps long, nécessairement réduit la quantité de laine qu'on peut teindre. Voilà, on est obligé de suivre un peu le rythme de la laine naturelle et de voilà, ne pas la brusquer et suivre un peu son rythme à elle. Donc de ce point de vue-là, en effet, ce temps long, nécessairement, il a un coût parce que c'est un temps de travail qui est plus long. Le fait de faire tout ce travail à la main, pas d'essoreuse, pas de choses comme ça, ou en tout cas rarement, ça joue aussi. Ça rajoute vraiment une manutention manuelle qui est longue. Euh, et ça explique aussi pourquoi en teinture végétale, bien souvent, on n'a pas des stocks déments dans le sens où on produit, enfin, on a le stock qu'on peut produire, mais il est aussi beaucoup, enfin, il n'est pas immense parce que c'est pas qu'on passe pas beaucoup de temps dans l'atelier à produire, c'est que finalement, comme le temps de production est long, on fera jamais des journées où on teint 80 écheveaux, quoi. C'est un truc, c'est pas du tout possible ou imaginable, en tout cas pas avec les méthodologies de travail que moi j'ai. Donc il y a ce temps long qui nécessairement impacte le coût. Et puis il y a aussi la matière première, la matière tinctoriale. Alors quand on la récolte, finalement c'est une matière qui est gratuite. Quand on la récolte dans la nature, elle est gratuite en coût. C'est-à-dire que moi quand je cueille des orties ou mes fougères là en ce moment ou les feuilles de noyer, je ne paie pas la matière première. Euh, En revanche, c'est le temps passé à faire une récolte. Pour récolter 1 kilo d'ortie, ça prend pas 2 minutes, il faut quand même y aller, hein. Donc c'est ce temps-là, en fait, c'est du temps long et c'est le rapport au temps qui va être un peu différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'immédiateté du truc, on est vraiment sur prendre le temps d'aller faire sa cueillette, etc. Donc de ce point de vue-là, ça joue. Voilà, tout ce travail à la main qui nécessairement va être plus long. Après, moi, je sais que j'ai fait le choix d'avoir des laines qui sont quasiment au même prix que d'autres laines faites avec des colorants chimiques. Alors c'est un choix que j'ai fait parce que je voulais aussi que mes laines restent accessibles en termes de tarifs. Je sais pas si c'est le bon choix. J'en ai aucune idée. Je sais que j'ai des collègues teinturières végétales qui ont fait des choix un peu différents, avec des tarifs plus élevés. Je pense que moi, comme Maison Septembre, c'est mon travail et que c'est la source de mes revenus. J'ai aussi une crainte de me dire si j'augmente mes prix, il y aura un décrochage. Voilà, je sais pas trop. Là-dessus, je suis toujours en réflexion. J'avais augmenté d'1 euro il y a quelques temps parce que si l'électricité, tout ça avait augmenté, donc j'avais un peu indexé là-dessus. Mais en toute franchise, et pour vous dire les choses comme elles sont, c'est vrai que c'est des questions que je me pose. Moi, j'ai à cœur de diffuser aussi la teinture végétale. Je me dis que des couleurs comme ça, j'ai envie que les gens les voient, les aiment, s'en saisissent et se les approprient. Et en même temps, c'est aussi des couleurs qui demandent du temps, du travail, de la matière première. Donc je ne sais pas tellement comment me positionner sur le sujet. Pour l'instant, c'est ce choix-là que j'ai fait, d'être uniquement sur des laines naturelles,
non traitées, sans nylon, et cetera, et avec des couleurs végétales, tout en gardant un prix, on va dire, classique, même si finalement il ne reflète pas forcément, les heures de travail, les étapes, le temps passé, hem, à l'atelier. Et ça, je me rends compte parfois que c'est peut-être pas le bon choix, que peut-être je suis en décalage avec des collègues qui ont des laines plus chères et que c'est pas OK. Je J'ai aucune idée de comment, arbitrer ce point-là. Pour l'instant, j'en suis là, et puis on verra plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'essaie vraiment d'avoir une approche plus de qualité que de quantité sur les laines parce que de toute façon, c'est pas tellement mon choix, c'est qu'en teinture végétale, c'est un peu inévitable. On peut pas faire du volume. On peut pas faire du volume si on veut faire des laines et des couleurs de bonne qualité, c'est complètement impossible. Hem Et moi, c'est pas ce que je recherche pour Maison Septembre de toute façon. Je préfère avoir cette approche, voilà, raisonnée, de saison, voilà. Mais après, c'est sûr que parfois, il y a des coloris que vous voulez que j'ai plus ou quand on fait des précommandes ou des commandes, c'est très long, parce que parfois, il suffit que la plante, elle soit pas dispo, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça et ça en fait, tout de suite, le délai est très long et ce rapport au temps que moi, auquel je suis habituée à ce rapport au temps long quand je fais de la teinture ou quand je fais mes cueillettes ou voilà. Mais parfois, c'est pas du tout, on n'est pas toujours habitué. Moi, pour certaines autres choses dans ma vie, le temps long, ça me saoule. J'ai pas envie d'attendre pour certains trucs. Donc j'entends aussi parfois que ces délais, ils sont longs et voilà. Mais du coup, je pense que c'est un peu l'arbitrage que j'ai fait en me disant: «Les prix, je les laisse où ils sont pour l'instant, vraiment calés sur les prix des teintures, classiques». Mais en revanche, là où je me donne une petite souplesse, c'est sur ces délais, de fait, je peux pas jouer sur tous les leviers et les délais, de fait, ils sont parfois un peu plus longs et voilà. Même si j'essaie de travailler dessus et de les réduire et de communiquer avec vous quand je sens que ça va être un peu plus long. Mais je suis pas toujours du tout bonne là-dessus. Mais c'est aussi le fait d'être seule dans son entreprise, de faire un peu tout en même temps. Mais en tout cas, j'essaie ça. Pour conclure sur ces idées reçues, je pense que j'en ai oublié, mais d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, si jamais, il y a des idées reçues que vous avez ou que vous avez entendues sur la teinture végétale et dont j'ai pas parlé. Pourquoi pas faire un épisode 2 sur les idées reçues et la teinture végétale? Je suis sûre qu'il y a largement de quoi faire, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire, ce que j'ai oublié ou ce qui vous intéresserait que je développe. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, YouTube de Maison Septembre pour pouvoir, avoir, toutes les autres vidéos qui sont déjà là et qui vont venir par la suite. J'ai plein d'idées d'épisodes en tête, il faut que je trouve le temps de les tourner et de les monter et voilà, mais j'ai plein de choses en tête. Hem, Merci pour, votre soutien, tous les messages, les commentaires que je reçois, ça me touche énormément. Puis ça me motive à refaire d'autres vidéos, à développer, à explorer un peu tout ça et à communiquer, d'une autre manière que je trouve, hyper agréable, c'est vraiment des petits moments pour moi aussi quand je tourne ces vidéos, des petits temps off, dans un quotidien qui va un peu à toute allure. Donc pour moi aussi, c'est des moments très agréables, de tourner ces vidéos, de passer un petit moment avec vous. Donc un grand merci, et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, profitez bien du printemps. Le printemps se termine, là les fleurs sont les rosiers sont méga en fleurs, donc j'ai profité d'avoir ce mur de roses derrière moi dans le jardin pour faire ma petite vidéo ici. Et puis je vous dis à très bientôt et pour de nouvelles aventures sur la teinture végétale et les laines naturelles. Aurora, it paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go. I need to get my own summer style back.